Bonjour Muriel Pénicaud. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la ministre du Travail. On va parler évidemment emploi, assurance chômage, on va parler apprentissage. Mais je voudrais d'abord vous poser une question sur cette expression qu'on entend non-stop depuis fin août, c'est-à-dire l'acte 2 du quinquennat. Mais moi j'aimerais bien savoir, en fait c'est quoi l'acte 2 du quinquennat? L'acte 2, je pense que c'est quand même une évolution de méthode que le président de la République, le Premier ministre ont voulu et que tout le gouvernement porte. Parce qu'on a appris des choses, on n'est pas sourd et aveugle, on a vu tout ce qui s'est passé depuis un an. Et je crois qu'on a compris qu'on ne pouvait pas simplement, si je résume, gouverner pour les Français, ce qui a été la demande. À partir du moment où le président est élu et les parlementaires sont élus, ils sont élus sur un mandat de réforme, de transformation du pays pour le bien de nos concitoyens. Mais il y a le risque de gouverner pour, ça ne suffit pas dans une démocratie moderne. Je crois qu'il faut gouverner plus avec. C'était gouverner sans eux? Non, ce n'était pas sans eux, mais je pense qu'il faut aller plus loin dans ce qu'on appelle la démocratie participative. La démocratie représentative, c'est le socle de la démocratie, c'est-à-dire c'est notre Parlement, c'est les élus, c'est ceux que le peuple élit pour pour gérer et pour réformer. Mais je pense qu'à l'heure où tout change vite, dans tous les domaines, la communication, les réseaux sociaux, mais aussi la vie, mais aussi les technologies, mais aussi les métiers, mais aussi la vie de famille, on ne peut pas simplement donner un mandat à des élus. Beaucoup de nos concitoyens ont montré qu'ils voulaient aussi participer tout au long du chemin, apporter des idées, contribuer plus. Et c'est ce qu'on veut faire dans cet acte 2, c'est aller plus loin sur gouverner avec, ce qui veut dire en clair gouvernement, parlement, mais aussi les corps intermédiaires bien sûr, mais aussi citoyens directement. Pour ça, par exemple, on va faire une grande consultation citoyenne sur l'écologie avec 150 citoyens qui vont être tirés au sort. Ce genre d'approche, on va les multiplier parce qu'on pense qu'il faut inventer dans la démocratie quelque chose qui permet plus à chacun de participer tout au long du chemin. Y compris potentiellement sur vos dossiers, c'est-à-dire sur la question de comment gérer l'emploi, comment essayer de dynamiser davantage les créations d'emplois. Est-ce que c'est des questions sur lesquelles vous pourriez davantage consulter? Alors par exemple, deux exemples. Premièrement sur l'emploi, on est avec le Premier ministre en train de monter toute une mobilisation territoriale pour l'emploi. Et on a monté aussi des clubs d'entreprises volontaires. Il y a déjà près de 7000 entreprises dans des clubs qui s'appellent les entreprises s'engagent, qui sont prêts à tendre la main à des personnes qui sont en difficulté, donc des chômeurs de longue durée, des femmes qui reprennent un emploi après avoir arrêté, des personnes en situation de handicap, des réfugiés. Mais ça, c'est ensemble qu'on peut le construire. C'est ensemble qu'on peut trouver aussi les solutions locales. Il y a beaucoup de nos concitoyens qui ne peuvent pas prendre un emploi, alors que l'emploi, on en reparlera certainement, est en train vraiment de se développer, parce qu'il y a un problème de garde d'enfants, ou de transport, ou de logement. Donc ces choses-là, les solutions, ça se fait avec. Et dans les retraites, on va avoir le même sujet, puisqu'il y aura un travail avec les partenaires sociaux, mais le Premier ministre l'a déjà annoncé, aussi des consultations citoyennes type grand débat. Est-ce que ça veut dire aussi que c'est la reconnaissance que vous y étiez peut-être un peu mal pris au début? Je pense qu'on a été rapidement en profondeur sur des réformes qui étaient prévues, faisaient partie du mandat du président de la République et donc du gouvernement, puisqu'elles étaient dans la campagne électorale. Et je pense qu'on tient tous à respecter les engagements de campagne, puisque sinon on ne respecte pas la volonté des citoyens et des électeurs. Mais je pense qu'on a appris depuis un an qu'on n'est pas parfait. Qu'il fallait qu'on aille plus loin, et notamment cette idée que donner son avis sur beaucoup de sujets tout le temps et contribuer aux idées, je pense que ça, on va aller plus loin et on va inventer ça. Nouveau monde. Comment? Vous dites plus tellement nouveau monde. Il y avait un côté un peu excessif, un peu arrogant. On n'est plus là. On est déjà en train de transformer la France. Donc le sujet n'est plus là. C'est maintenant pour les étapes suivantes de transformation. Comment on prend peut-être un peu plus de temps. Vous voyez que sur les retraites, on prend un peu plus de temps. Alors, en partie, parce que le sujet est énorme. Est-ce que vous allez en prendre carrément beaucoup de temps? C'est-à-dire, comme Gérald Darmanin envisageait, 1 an, ça vous paraît pas un peu trop long? Le Premier ministre annoncera la méthode et le calendrier dans quelques jours. Donc je ne vais pas mais ça. A priori, ce sera pas un an, quoi. C'est une réforme, ça vous paraît un peu trop long, quoi. Enfin, c'est une réforme de très grande ampleur. Mais en plus, je pense que c'est intéressant d'ajouter au travail en profondeur qui est fait et qui va être fait avec les partenaires sociaux, ces consultations citoyennes. Parce que ça concerne tout le monde et tout le monde veut avoir son mot à dire. Et ça, je crois que c'est articuler cette démocratie représentative, cette démocratie sociale, c'est-à-dire les partenaires sociaux, les associations, et puis la démocratie participative, c'est que chacun peut dire son mot. Eh bien, je crois que c'est ça qu'il faut inventer comme forme de démocratie précisément, moderne. On comprend que ce qui se joue, c'est le dialogue. Le dialogue avec les Français, les écouter, les comprendre. Ça passe aussi
par un ancrage territorial. Vous revenez de Bordeaux, où il y avait ce qu'on a appelé, ce que vous avez appelé le campus des territoires. Il est en cours. Il se poursuit encore aujourd'hui, avec d'ailleurs notamment François Bayrou qui va s'exprimer. Quel est votre rapport, vous, au territoire? Alors moi, ce que j'ai vu là, à Bordeaux, depuis vendredi soir jusqu'à ce matin tôt, c'est vraiment cette énergie partout. Il y a énormément d'énergie, il y a 3500 personnes, marcheurs, aussi des jeunes avec Macron qui ont un peps incroyable et plein d'idées, plein d'engagement. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la dimension territoriale, aujourd'hui, ça devient prioritaire pour tout le monde. Il y avait, avec Action Quartier, Action Ruralité, Projet Citoyen, il y avait énormément de projets citoyens qui étaient portés. C'est-à-dire que ce n'était pas des grands discours top-down, quoi, en gros, du haut en bas, pardon. Mais c'était un foisonnement de femmes d'entreprise. Oui, c'est devenu un peu dans le langage courant pour tout le monde, je crois. Pour les politiques, c'était pas forcément tout à fait... C'était plutôt down-up, non? Si on essaye de, mais justement, reprendre votre métaphore. Je pense que là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai foisonnement à Bordeaux. Il y a énormément d'initiatives, de projets citoyens qui sont lancés. Là aussi, cette envie de faire, de participer, elle est très grande. Et nous, ça va être important. Alors moi, j'ai beaucoup... Sur les territoires, alors moi, j'ai un rapport... que vous ne soyez pas élu, c'est-à-dire que ça vous dites pas, tiens, allez, c'est quand même le moment. On a bien entendu que les Français nous demandaient aussi d'être à leur écoute, qu'il fallait davantage écouter les maires, par exemple, lors du grand débat, les élus locaux. Vous ne vous êtes jamais présenté au suffrage? Moi, ça personnellement. Vous manque pas? Non. Mais ça vous manque pas? Alors, vous dites pas, tiens, c'est le moment? Moi, je voudrais, j'ai déjà vécu plusieurs vies et je voudrais en vivre encore plus. Donc, je voudrais bien faire plusieurs vies à la fois. Si je pouvais être élu local et en même temps ministre pour finir le travail de transformation. Mais je crois que c'est pas bien qu'on fasse les deux à la fois parce qu'il faut se donner pleinement à ce qu'on fait pour nos concitoyens. Donc, vous ne serez pas, et donc, vous ne serez pas candidate? Je ne suis pas candidate. Ça n'empêche pas d'avoir un rapport au territoire. Vous dites c'est pas bien, mais pardon, je vous arrête un instant parce que le Premier ministre cette semaine a dit que les ministres pouvaient se présenter, faire campagne. Ah oui, on peut faire campagne, mais on ne pourra pas rester maire et ministre. On peut être dans un conseil municipal, mais maire, ça n'est pas possible parce qu'il faut se donner à fond qu'on est maire et à fond qu'on est ministre. Mais vous ne pensez pas qu'à un moment, c'est peut-être ce qui vous a manqué, pas vous forcément personnellement, mais l'ensemble du gouvernement? Moi, je crois qu'il y a plein de manières d'avoir un rapport au territoire. Cet ancrage, de ne pas avoir senti du coup peut-être les gilets jaunes, les colères. Je crois qu'on a... La République En Marche a une particularité qui n'est pas arrivée avant dans l'histoire, c'est d'arriver tout de suite avec un candidat qui devient président de la République et une Assemblée nationale. Alors les députés ont un ancrage. Précisément, n'avaient pas non plus. Les députés ont un ancrage. Le suffrage universel avant. Les députés ont un ancrage, les animateurs, les référents, il y a beaucoup d'ancrage. Mais par définition, on n'a pas encore eu les municipales, donc d'habitude c'est l'inverse. Mais on a tous un rapport au territoire néanmoins. Par exemple, moi, j'en suis à ma 120e journée en déplacement sur le terrain depuis 2 ans. Je passe mon temps à sillonner la France. Donc les choses, on les entend. On doit tous avoir un lien avec le territoire. Parce que c'est là qu'est la vie quotidienne, c'est là qu'est la vie des Français, la vie de nous tous. Je pense qu'elle peut prendre des formes différentes et qu'il faut être connecté. Donc moi, par contre, je vais faire campagne, parce que je vais soutenir nos candidats comme j'ai fait pour l'Europe, je ferai campagne pour les municipales. La légitimité, est-ce qu'il n'y a pas un moment où la légitimité, alors vous la tirez du fait que vous avez été nommé, c'est évidemment les institutions, mais le fait que vous n'ayez pas cette légitimité d'avoir été choisi par le peuple, vous? Alors, moi, j'ai été choisie par le président de la République et le Premier ministre parce que j'ai travaillé dans les collectivités territoriales, dans les associations, dans les entreprises et dans l'État. Et je dirais par mon engagement et ma connaissance dans ces domaines que je mets au service de nos concitoyens. Je crois que c'est une équipe. Personne ne peut avoir fait tous les parcours. On ne peut pas avoir été 20 ans maire, 30 ans ministre et avoir connaître aussi l'entreprise et la réalité. Donc moi, je crois beaucoup à ce travail d'équipe. Chacun de vous apporte. Et chacun apporte. On a beaucoup de débats. Et par exemple, au gouvernement, eh bien, il y en a qui ont eu des mandats d'élus, d'autres qui ont eu d'autres expériences. Eh bien, moi, je crois au travail d'équipe et je crois qu'il faut que chacun apporte sa part. Un mot sur les Gilets jaunes. Ils étaient très peu nombreux hier dans les rues, mais enfin, il y a eu tout de même des heurts dans certaines villes de France. Ils promettent qu'ils seront nombreux le 21 septembre prochain pour un véritable samedi de retrouvailles des Gilets jaunes. Est-ce que, en réalité, c'est fini ou est-ce que vous redoutez, malgré tout, qu'ils reviennent? Je crois qu'il y a 2 choses. Dans ce que les Gilets jaunes ont porté, qui était soutenu par la population, il y avait un vrai sujet sur le pouvoir d'achat notamment, sur lequel on a répondu avec une loi d'urgence économique et sociale. On investit 10 milliards d'euros. Vous avez vu que le pouvoir d'achat des Français a augmenté, les plus modestes, leur pouvoir d'achat a augmenté, et je pense que c'était bien de le faire. Donc
une partie du sujet a été traitée. Après, il y a des causes plus profondes qui font que les colères ou les peurs ne sont pas terminées dans notre pays. Notamment, et on revient au territorial, dans certaines zones rurales ou dans certains quartiers prioritaires de la ville, on se sent loin des décisions. On a moins accès à un certain nombre de services qui peuvent être santé, éducation, poste, etc. Et c'est pour ça qu'on va créer ces 2000 maisons France Service pour se rapprocher, parce qu'il faut que les services arrivent partout. Et c'est vrai, moi je comprends cette colère et je comprends cette frustration. Et il faut, mais c'est un héritage de 30 ans, hein, donc ça ne se fait pas en une minute. Mais là, on est vraiment très engagés pour y travailler. Alors il y a un point sur lequel on va voir si vous estimez qu'il y a un héritage de quelques années ou si au contraire c'est vous qui l'avez apporté, c'est le chômage. Baisse réelle du chômage, 8,5% au deuxième trimestre, c'est au plus bas depuis 2009. D'abord, est-ce que vous estimez que, en effet, c'est le résultat immédiat des décisions que vous avez prises depuis le début du quinquennat? Alors, quelle a été notre stratégie? Quelle est notre stratégie pour faire baisser ce fléau qui est le chômage, qui mine le moral, qui mine la vie de chacun? On avait 4 temps. Il faut les 4 pour réussir. Un premier, c'est les réformes structurelles, les ordonnances travail, la loi Pacte qu'a menée Bruno Le Maire, que nous avons conçue pour permettre aux entreprises d'investir plus, d'être plus en confiance pour investir. Dès qu'on a publié les ordonnances, c'était il y a 2 ans, le 22 septembre 2017, moi j'ai fait une tournée de France, comme j'en fais tout le temps, mais sur ce thème-là. Et j'ai rencontré près de 10 000 chefs d'entreprise, surtout des PME. Qu'est-ce qu'ils disaient? On n'a plus peur d'embaucher. Et ils l'ont montré. Et dans la loi Pacte, il y a des mesures qui les encouragent aussi à investir. Et l'investissement des PME, des grandes entreprises ou des groupes étrangers est très important en ce moment. C'est créateur d'emplois. Le deuxième aspect, c'est la formation. Parce que disent les entreprises depuis 2 ans, maintenant qu'elles réembauchent? On a créé 1 demi-million d'emplois, 1,5 million d'emplois depuis 2 ans. Elles disent, mais oui, mais on ne trouve pas les compétences. Et c'est vrai qu'il y a un décalage entre les compétences recherchées. Il continue à y avoir des difficultés parfois. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Secteurs à recruter. Mais alors, il y a des secteurs qui ont beaucoup de mal à recruter, des entreprises qui ne trouvent pas les compétences et les demandeurs d'emploi qui veulent un emploi mais qui n'ont pas les compétences. Donc là-dessus, on fait 2 choses. On a lancé un très grand plan d'investissement dans les compétences qui nous permet en 4 ans de former 1 million de jeunes et 1 million de demandeurs d'emploi au métier du numérique, de la transition écologique, de la construction, de l'industrie, des services, de l'aide aux personnes, où il y a des besoins, et il y a des besoins partout. Et puis, c'est la grande réforme de l'apprentissage qui contribue à cette baisse du chômage. Et ça, pour moi, c'est une grande priorité parce que le chômage des jeunes, c'est quelque chose d'intolérable. Il y a plus d'1 million de jeunes dans notre pays qui sont ni lycéens, ni étudiants, ni apprentis, ni en emploi, qui sont de nulle part. D'ailleurs, on va en parler. Pas dans c'est des deux côtés, hein, parce qu'il y a un chômage très fort des jeunes, il y a un chômage très fort des seniors. Voilà. Et ça, pour moi, c'est une grande priorité. Et c'est pour ça aussi qu'on a lancé cette grande réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Et puis, troisièmement, il y aura les règles de l'assurance chômage qui vont contribuer à l'emploi. Et quatrièmement, ce qu'on appelle l'inclusion, c'est-à-dire tendre la main, donner une chance à tous les talents cachés, empêchés, aux vies qui sont bloquées et qui ne demandent que de contribuer. Et je pense notamment aux personnes en situation de handicap, aux seniors qui reprennent un emploi, aux jeunes du quartier prioritaire de la ville qui, déjà pour trouver un stage ou une entreprise en apprentissage, ont beaucoup de mal. Tous ceux qui se sentent exclus. Et moi, le train de la croissance est là, le train de l'emploi est là. On améliore le taux d'emploi par rapport à la croissance. Mais il faut que chacun ait sa chance d'y accéder. Et ça, c'est une de nos grandes priorités. Vous dites le train de l'emploi est là. Ça veut dire que vous estimez qu'il est parti, il y est. 2 questions. D'abord immédiate, puisque mardi, il y aura les prochains chiffres du chômage. D'abord, est-ce que vous les avez? Non, pas encore. Est-ce que vous avez la tendance? Est-ce que cette baisse? Oui, j'ai la tendance parce que ça sera la confirmation des chiffres Enfin, ça sera la confirmation ou pas, mais c'est toujours dans la nuance de chiffres provisoires qui ont été annoncés en août, qui sont très bons, qui sont les 8,5%. Moi, je pense que la tendance on va continuer parce que nos efforts, on en a encore sous le pied. Par exemple, sur la formation. Ça veut dire que vous pouvez nous confirmer aujourd'hui que la baisse du chômage va se ressentir à nouveau mardi? Moi, je ne fais pas de pronostic mais cette tendance, de boule de cristal, mais cette tendance à la baisse, sur les mois qui viennent, elle va continuer, sauf si, évidemment, au plan international, la guerre commerciale, notamment les tensions Chine-États-Unis, ça paraît loin, mais enfin, ça a des conséquences sur l'Europe et donc sur la France, sur le plan économique, sauf s'il y avait un changement de la donne macroéconomique mondiale. Là, ça abîmerait quand même notre croissance, mais à croissance
continue égale, on va continuer à baisser le chômage, je suis confiante. Précisément d'ailleurs sur ce long terme, vous aviez affiché comme objectif, c'est par la voix d'Emmanuel Macron, un chômage de 7% en 2022. Est-ce que vous êtes toujours sur cette tendance-là? Alors, il n'avait pas dit objectif, il avait dit ambition, et c'est une petite nuance. C'est-à-dire que ça ne dépend pas que du gouvernement. Mais est-ce que cette ambition est tenable? Si, je pense que cet ordre de grandeur est possible s'il n'y a pas de changement macroéconomique, géopolitique, mondial qui abîmerait la croissance. Ça dépend pas que nous. On sent une certaine inquiétude là-dessus. On a quand même une petite inquiétude sur les tensions commerciales mondiales. Il faut savoir que la France bénéficie de l'ouverture mondiale, contrairement à ce que certains disent, puisqu'il y a 5 millions d'emplois en France sur les 20 millions du secteur privé qui sont liés en tout ou partie à l'export. L'export, il faut des frontières ouvertes. Et on a 2 millions d'emplois qui sont des emplois par des investissements étrangers en France. Donc pour nous, l'ouverture, elle est gagnante pour l'emploi. Mais ça veut dire que si ça marche, ce sera quand même grâce à vous. Si ça ne marche pas, ce sera la faute de l'international. Vous savez, je m'en fiche de qui c'est la faute et tout. Moi, j'ai qu'un but. Et nous avons qu'un but, vous le savez. C'est que notre pays, il sorte de ce chômage de masse. On est dans les 4 derniers pays européens qui a un tel chômage de masse. Ce que je veux dire, c'est que François Hollande avait fait du chiffre du chômage et de la question de cette fameuse courbe à la baisse ou à la hausse presque un critère de jugement de son quinquennat. Vous ne pouvez pas dire, je m'en fiche de savoir de la faute de qui c'est. C'est une question politique majeure que les Français vous poseront. C'est la question de la chance pour tous nos concitoyens de vivre dignement de leur travail, pour les jeunes de pouvoir choisir un métier qui les passionne, dans lequel ils réussissent. Et voilà. Et tout ça, ça se traduit par des chiffres de chômage et de création d'emplois. Un mot justement sur l'apprentissage, vous le disiez, c'était il y a un an que vous aviez fait passer cette loi. Aujourd'hui, très bon résultat, puisqu'il y a un record historique du nombre de jeunes en apprentissage. 2 questions. Un, est-ce que vous estimez que ça y est, la bataille de l'image de l'apprentissage est gagnée? Et d'autre part, est-ce qu'il reste des secteurs sur lesquels ils ont du mal à trouver des apprentis? Alors oui, il y a aujourd'hui 458 000 apprentis en France. Presque 1,5 million. C'est la première fois que ça arrive en France. Bon, en Allemagne, il y en a 1,5 million. Hein, donc il y a encore en Suisse, 65% des jeunes vont à un moment donné dans l'apprentissage. Donc on n'est pas devenu le champion de l'Europe sur le sujet. Mais déjà, on a battu notre propre record, c'est-à-dire qu'on a vaincu cette espèce de fatalité et on a augmenté depuis la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a libéré tout ce qui empêchait de développer l'apprentissage. On a augmenté de 8,5% de juin à juin. Donc c'est extrêmement encourageant. On va continuer. Là aussi, je pense qu'on en a sous le pied. Alors, la question de l'image est très importante, parce qu'en fait, c'était une image fausse. Moi, avant-hier, j'ai visité mon 39e centre de formation d'apprentis. Donc, je commence à avoir un bon échantillon. Partout, je vois quoi? Je vois des jeunes qui ont les yeux qui brillent, qui choisissent un métier qui les passionne. Alors ça peut être CAP boucher ou ingénieur ou mécanicien. Il y a tous les métiers du CAP au master ou à l'ingénieur. Mais le plus important, c'est cette passion qu'ils ont, cet engagement qui fait qu'ils vont réussir. Les taux d'insertion sont excellents, c'est les meilleures filières pour trouver un emploi après. 1 sur 3 va créer ou reprend une entreprise. Donc c'est aussi une école d'entrepreneuriat. Donc on en a vraiment sous le pied. Après, il y en a encore des choses à progresser. Si vous deviez nous donner un des secteurs sur lesquels ils peinent encore à convaincre les apprentis? Alors, c'est pas tellement ça. Les jeunes, ils bougent souvent plus vite que le reste de la société. Ils ont bougé. Et il y a plus 45% de demandes des jeunes à la sortie de 3e. C'est jamais arrivé en 2 ans. On a vu ça, et avec Jean-Michel Blanquer, on était nous-mêmes stupéfaits de la vitesse où c'est allé. Il faut dire que je voudrais donner un coup de chapeau à 3 jeunes apprentis en communication à qui j'ai donné carte blanche pour faire une campagne de réseaux sociaux pour les jeunes et qui s'appelle #DémarreTaStory. Ils ont sillonné la France avec une camionnette, tourné 70 podcasts. Et vous savez combien ils ont de vues? Vous savez combien de vues? Non, 16 millions de vues. Chapeau. Chapeau à l'apprentissage.